Bonsoir à toutes et à tous, rebonsoir pour les gens qui étaient là juste avant, coucou, coucou aux gens qui arrivent, et j'ai vu passer un abonnement Iseniel, j'imagine qu'il est un membre du Partip d'ailleurs aussi si je ne me trompe pas. Merci beaucoup à toi pour ton troisième mois d'abonnement. D'ailleurs à ce niveau-là, donc on va recevoir Julien à peu près pas plus tard que maintenant. Je précise que du coup j'ai coupé les sons des alertes, de toute façon les images des alertes j'ai pas eu le temps de les réparer. Il y a toujours un souci de... elles s'affichent pas assez longtemps. Donc je vais régler ça après, mais merci beaucoup à toi, puis tous les gens aussi qui follow, etc. C'est très gentil de votre part. Donc, on va recevoir Julien Michy, comme c'est marqué juste en bas, sociologue et politologue, qui a écrit le livre que je recommande, Le Parti des communistes, qui est une histoire qui est sorti pour les 100 ans du Parti communiste français, qui est une histoire du PCF, qui est vraiment très intéressante et qui justement est faite sous un angle sociologique, puisque du coup, on va en parler, mais lui, il est politologue et sociologue. Donc voilà, on est parti pour 1 heure là-dessus. Et pour les gens qui n'étaient pas là tout à l'heure, j'annonce donc pour la suite, la semaine prochaine, on fera une table ronde de jeux vidéo, produire des jeux vidéo en indépendant avec la dev du dimanche. Il y aura Doc Gero, il y aura aussi Oprime de Cartel Studio, vous savez, c'est Mother Russia Bleed et Yves O. Et on aura aussi Diane de Accidental Games. Voilà, et aussi, je peux vous annoncer, pas encore l'heure, mais la date, No Joke de Philippe Poutou, ce sera le 1er avril. Et ce n'est pas mon idée. et voilà. En tout cas, bonsoir tout le monde. On va appeler Julien pas plus tard que maintenant. Alors, hop. Es-tu prêt? Que je ne le prenne pas au dépourvu. Le son est moins bon que tout à l'heure. Ah, comment ça? Attendez, qu'est-ce qui se passe? C'est le son de mon micro, tu veux dire? Qu'est-ce qui s'est passé? Là, c'est mieux, non? C'était ça le problème? Est-ce que vous pouvez me confirmer? Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Ça avait switché. C'est Skype qui a fait switcher. Ok, merci. Ok, d'accord, très bien. Mais vous avez entendu ce que j'ai dit quand même? J'ai pas besoin de répéter les annonces. De toute façon, tout ça, je vais le mettre dans le planning. Ok, donc c'est bon. Je vais appeler tout de suite. Je vous ai viré le son de Skype. Normalement, vous l'avez pas. Ok, est-ce que tu m'entends bien? Très bien. Et je vais te passer à l'écran. Tada! Alors voilà, bonsoir Julien, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. Je te remercie d'avoir fait donc d'être inspiré de Mathilde Larère et avoir mis un joli fond pour le stream. Donc j'expliquais avant, donc très vite fait, mais j'aimerais bien qu'on en reparle. Toi donc tu es, d'après Wikipédia, politologue et sociologue. Du coup, et tu as écrit pour les 100 ans du Parti communiste, enfin c'est tombé à cette période-là, Le Parti des communistes, qui est aux éditions Hors d'atteinte, qui est une histoire en fait du Parti communiste, mais du Parti communiste français sur 100 ans, et qui a un point de vue extrêmement sociologique que je trouve vraiment intéressant. Est-ce que tu peux en parler de ta démarche vite fait sur ton travail? Alors qu'en réalité, au fait, maintenant, on fait en général des sciences sociales et il y a peu de différences. Et que moi, je suis officiellement sociologue parce que j'ai été recruté sur un poste de sociologie. Mais en réalité, je fais aussi de l'histoire et de la science politique. J'ai une thèse en sciences politiques et je publie dans des revues en histoire. Donc, en fait, je fais un peu ce qu'on appelle de la socio-histoire. Mais donc, c'est vrai que c'est une approche sociologique. Moi, ce qui m'intéresse dans l'engagement communiste, c'est le fait que ça a permis à des ouvriers, à des paysans, à des catégories populaires de s'engager en politique, de faire de la politique et de lutter contre leur exclusion politique. Donc c'est pour ça qu'il y a un angle histoire sociale ou sociologie. Oui, bah c'est exactement pour ça que je recommande le bouquin. Effectivement, il y a ce qui est déjà je le recommande parce que ça fait une même pour les gens qui connaissent pas très bien l'histoire du PCF, comme il y a quand même un angle chronologique. C'est un assez bon résumé. Après, le bouquin est assez épais, mais vous avez vraiment toute l'histoire, vous avez vraiment les 100 ans décryptés. Mais il y a cet angle sociologique où tu analyses la composition du parti et toutes les tensions qui vont avec, les structures aussi, comment elles font monter certaines catégories de population ou pas,
et de quelle manière. Et ça, c'est un truc que j'avais rarement vu. Et tu mets des portraits aussi de gens. Ça fait un peu penser au Métron. Tu mets des portraits de militants et de dirigeants politiques. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, le but, c'est de faire une histoire par les militants. Et donc c'est pour ça voilà, que c'est le parti des communistes, mais en présentant à la fois les principaux dirigeants, parce que c'est un livre qui s'adresse à un public assez large. En fait, sans connaître le communisme, on peut bien le lire. Pardon, le but, c'est de poser les principales étapes, les principaux dirigeants, et en même temps de montrer vraiment cette densité populaire de l'engagement communiste, et donc de revenir sur différentes trajectoires de femmes, de travailleurs immigrés, d'ouvriers, de paysans qui se sont engagés aussi plutôt au niveau local, au niveau municipal, et qui font aussi la richesse de ce parti. Donc c'est à la fois voilà, une histoire par en haut et une histoire par en bas. C'est pas simplement une histoire populaire par les minorités, par les militants de base, parce que je prends aussi en compte donc, les dirigeants nationaux et leur intégration dans le système communiste international, parce qu'en mon sens, on peut comprendre aussi l'engagement des ouvriers et des paysans en bas, si on comprend qu'il a été rendu possible aussi par un appareil, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un appareil national et des militants locaux, mais tout ça va ensemble, c'est le même monde communiste. Oui, et j'ai une toute petite question du coup. En fait, ce que je te propose, c'est, si ça te dérange pas, même si tu as souvent dû faire comme ça, de reprendre peut-être un petit peu chronologiquement pour éventuellement les gens qui seraient pas ou qui auraient une vision un peu monolithique du Parti communiste, un petit peu par période, mais sur ces questions-là, enfin en gros de reprendre un petit peu la structure de ton bouquin. Mais juste avant, du coup, on regardait un documentaire que tu m'avais conseillé qui s'appelle Part de marché sur Georges Marchais. Enfin, c'est un exemple intéressant justement parce qu'on se disait tout à l'heure que c'est un type de personnalité politique, Marché, qui est donc un ouvrier ou un ancien ouvrier si on considère qu'après il devient homme d'appareil et en fait qui ne pouvait exister que parce que le Parti communiste était structuré tel qu'il l'était. Oui, c'est-à-dire que en fait, Marché, donc c'est la deuxième génération des cadres et dirigeants, donc c'est un héritier parce qu'il y a une génération ouvrière avant, mais cette deuxième génération qui émerge au fait à la Libération, donc lui, il a commencé à militer après la Seconde Guerre mondiale. Il a été sélectionné d'abord comme ouvrier syndicaliste, et c'est parce que c'est un grand militant syndical dans la métallurgie au sein de la CGT qu'il est sélectionné, qui va suivre les écoles du Parti communiste et devenir un dirigeant, parce qu'il y avait effectivement une promotion qui privilégiait ces militants ouvriers qui commençaient à travailler en usine. Donc progressivement, c'est vrai que leurs liens avec le monde ouvrier deviennent plus faibles, mais il y a eu tout un travail de sélection, promotion et formation d'ouvriers qui sont devenus des dirigeants jusque dans les années 80, début des années 90. Donc Georges Marchais est secrétaire général à partir de 1972 et jusqu'en 94, donc jusqu'au début des années 90, on a cette génération ouvrière qui a commencé à militer à la Libération, qui est aux avant-postes. Ouais, et du coup, le bouquin, lui, commence évidemment sur... alors, je t'ai vu en parler partout au moment des 100 ans, le congrès de Tours, du coup, qui est la date de naissance, on va dire, de ce qu'on appelle le Parti communiste français, même s'il me semble que le nom, il s'appelait pas comme ça à ce moment-là. Est-ce que, brièvement, tu peux parler du congrès de Tours? Et surtout, moi, chose que j'avais jamais vue, justement, dans le congrès de Tours, il y avait déjà une problématique en fait, dans ce congrès, il y a pas tant que ça d'ouvriers pour un parti qui est censé être la section française de l'Internationale ouvrière, la SFIO, et que ça a été un enjeu justement de cette scission entre les socialistes et les communistes. Oui, donc on considère, voilà, en gros, que l'émergence du mouvement communiste en France, donc c'est le congrès de Tours, c'est le 18e congrès de la section française de l'Internationale ouvrière, donc c'est le parti socialiste de l'époque. Et donc c'est en décembre 1920. Et donc il n'y a pas vraiment, en fait, parce que souvent on dit que, voilà, qu'il y a une scission de personnes qui vont fonder le Parti communiste, mais en fait ce n'est pas ça. C'est qu'en fait la majorité des délégués et des militants du Parti socialiste décident d'adhérer à la troisième internationale, donc à l'internationale communiste. Donc c'est la majorité, c'est le parti qui rejoint l'internationale communiste et qui va progressivement devenir le Parti communiste. Mais effectivement, au départ, c'est le Parti socialiste, section française de l'internationale communiste. Et c'est bien une majorité qui adhère à l'internationale communiste et une minorité qui va partir, avec notamment Léon Blum, et qui, eux, vont refonder la vieille maison, qui vont faire perdurer un parti socialiste, mais donc qui est largement minoritaire.
Et en gros, donc, il y a trois facteurs pour l'émergence du mouvement communiste. Le premier, c'est le plus important, c'est une opposition à l'implication des organisations ouvrières dans le premier conflit mondial, puisqu'en fait, chez les militants, il y a le sentiment d'avoir été trahis par leurs dirigeants, c'est-à-dire que les dirigeants socialistes et les dirigeants de la CGT se sont impliqués dans l'Union sacrée, contrairement à leurs déclarations pacifistes d'avant la Première Guerre mondiale. Ils se sont engagés non seulement dans le conflit guerrier, mais en plus, ils ont participé au gouvernement. Donc c'est le gouvernement d'union nationale. Ensuite, il y a bien sûr la révolution russe, donc en octobre 1917, qui représente l'espoir d'une révolution mondiale et surtout donc toujours cet espoir d'arrêt de la guerre, puisqu'il y a des idéaux internationalistes qui sont mis en avant par les bolcheviks, qui vont arrêter leur participation, donc la participation de la Russie à la Première Guerre mondiale. Et le troisième facteur, ce sont les luttes sociales qui émergent à la fin de la guerre et surtout après la guerre, donc en 1917, 18, 1919 et en 1920, notamment dans la métallurgie, chez les cheminots, il y a énormément de mobilisation syndicale, une répression très forte. La répression se fait souvent au nom du danger communiste, donc des militants syndicalistes qui se font emprisonner et réprimer, qui n'étaient pas spécialement communistes, mais qui se font taper dessus en tant que communistes, vont aussi donc rejoindre ces minoritaires, donc ceux qui sont pacifistes. Et il y a à la fois donc des syndicalistes, des socialistes, des féministes qui se rejoignent pour remettre en avant les idéaux internationalistes qui ont été trahis donc par la Seconde Internationale. Donc ça se joue au Congrès de Tours. Donc c'est pour ça qu'on parle du Congrès de Tours, mais comme on le voit avec les différents facteurs, c'est un processus plutôt long, donc qui commence en 1915, et c'est un processus qui se poursuit après le Congrès de Tours, parce qu'effectivement, le Congrès de Tours, en fait, c'est le parti socialiste, donc en fait, c'est un parti relativement bourgeois ou petit bourgeois, avec très très peu d'ouvriers. Que ça soit pour l'adhésion à l'internationale communiste ou ceux qui sont contre les ouvriers sont minoritaires, ils sont un peu plus nombreux chez ceux qui vont devenir communistes, puisqu'il y a beaucoup de syndicalistes, notamment des syndicalistes révolutionnaires qui vont rejoindre le courant qui est pour l'adhésion à l'internationale communiste, mais ça reste un parti qui est issu de l'ancien parti socialiste, avec essentiellement donc, ses avocats, enseignants, journalistes. Et il faut attendre plusieurs années, et notamment donc, ce qu'on appelle la bolchevisation, donc en 1924-1925, où il y a vraiment une promotion de dirigeants ouvriers et de nouveaux militants qui n'avaient pas de responsabilité au Parti socialiste, qui vont devenir dirigeants de ce parti qui devient le Parti communiste, en même temps que les anciens dirigeants du Parti socialiste qui avaient adhéré à l'internationale communiste se mettent en retrait. Donc soit ils sont virés, soit ils partent. Mais donc c'est bien un processus long. Il n'y a pas l'émergence d'un parti ouvrier en 1920, il y a l'émergence d'un parti socialiste qui adhère à l'internationale communiste et qui progressivement va s'ouvriériser. Il y a quelqu'un me posait la question aussi des paysans là-dedans, parce qu'il disait qu'il avait entendu que la SFIC était plus paysanne. Et c'est vrai que c'est souvent une question compliquée, parce que quand on dit... quand à l'époque on parle de classe ouvrière, on parle quand même plutôt de la classe ouvrière industrielle. Et il y a souvent une relation un peu compliquée avec la paysannerie, mais le Parti communiste français, lui, a fini par avoir une implantation. Genre, je sais, on en avait parlé, moi je suis du Limousin, et il y a eu un communisme rural aussi et paysan Oui. très fort en France. Voilà. Mais alors, il faut savoir que dans les années 20-30, la classe ouvrière, elle est très étroitement associée au fait au monde paysan, puisque ce sont d'anciens paysans qui deviennent ouvriers, des paysans qui, au bout d'un moment, deviennent ouvriers, ou des ouvriers enfants de paysans. Souvent, en tant qu'ouvrier, on a un frère qui est paysan, et c'est vraiment très mélangé. Et effectivement, en fait, les départements ruraux sont très fortement pour l'adhésion à l'internationale communiste. Mais dans ces départements ruraux, donc il y a à la fois des paysans, donc c'est vraiment très fort, notamment dans le massif central, qui vont par opposition, surtout à la Première Guerre mondiale, rejoindre le Parti socialiste qui devient le Parti communiste. Mais ces fédérations rurales qui sont importantes dans l'adhésion à l'internationale communiste, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup d'ouvriers ruraux. En fait, dans ces départements-là, il y a beaucoup d'ouvriers qui travaillent dans le bois, dans le textile, dans les mines. Et donc, au fait, on a souvent réduit ça à une adhésion paysanne. En réalité, ce sont des ouvriers, des paysans de ces départements ruraux qui vont rejoindre le Parti communiste. Mais la classe ouvrière, au moment-là, c'est ouvrier et paysan. C'est-à-dire que le terme ouvrier et paysan est mis ensemble. Quand on parle de prolétaires, on est sur les ouvriers et les paysans. Sauf que chez les paysans, ça va être les ouvriers agricoles ou les petits paysans, et pas donc les moyens ou les gros propriétaires.
D'ailleurs, si je peux me permettre une petite illustration, comme dans ton livre, tu parles tu fais des portraits un peu pour illustrer à chaque fois la sociologie des gens. Là d'où je viens, en Limousin, il y a ce qu'on appelait les maçons creusois, les maçons de la Creuse, etc. Là maintenant, j'habite à Lyon, et en fait, je sais que à Lyon, il y a beaucoup d'archives sur ces maçons en fait qui venaient du Limousin, qui en fait sont des paysans qui venaient construire les baraques à Paris ou dans des villes comme Lyon, et on retrouve des fondateurs de syndicats qui sont des Limousins dans des villes comme Lyon. Alors moi dans ma famille c'est Marius Patineau, qui était député de Saint-Étienne, si je dis pas de bêtises, mais qui en fait vient du Limousin, vient des paysans limousins, qui a été secrétaire d'État, je crois, d'Ambroise Croizat. Et oui, effectivement, c'est des gens qui sont vraiment, pour biclassés paysans ouvriers. À l'époque, et en fait qui sont en voie de prolétarisation, je sais pas si on pourrait dire ça Oui. comme ça, mais qui ont des attaches très très fortes dans le monde rural. Voilà. Et oui, alors du coup pour le congrès de Tours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le dire. Oui, Ambroise Croizat, il y a des gens qui aiment bien Ambroise Croizat sur mon chat. Et donc oui, donc ça va être la naissance de cette division qu'on a en France, mais qui existe aussi dans d'autres pays, entre les socialistes et ce qu'on va du coup être amené à appeler les communistes. Mais en France, il y a quand même une particularité, c'est que assez peu de temps après, en réalité, il y a l'expérience du Front populaire. Oui. Alors, c'est-à-dire qu'au départ, voilà, c'est vraiment une séparation dure. Donc, entre les socialistes et ceux qui deviennent les communistes, la séparation elle se fait surtout au nom, par rapport à la question de la défense nationale, et on va parler donc de social chauvin. Donc, c'est vraiment sur le côté nationaliste des socialistes qui se sont compromis pendant la Première Guerre mondiale, alors que du côté communiste, on met en avant l'internationalisme et le pacifisme. L'opposition, elle est forte même avant le congrès de Tours, dans les rangs militants, donc il y a beaucoup de conflits. En fait, en gros, les militants de base et les plus ouvriers se sont trahis par leurs dirigeants. Et après, la séparation, elle est renforcée à la fin des années 20 par l'international communiste qui met vraiment l'accent sur la séparation. C'est-à-dire que c'est là où il y a l'opposition entre révolutionnaires et réformistes. Les socialistes se disent aussi révolutionnaires, mais pour les communistes, ce sont de faux révolutionnaires, ce sont des réformistes. Et donc, il y a une opposition très très forte qui se fait donc autour de la révolution, donc autour de la défense nationale, autour de l'anticolonialisme aussi. C'est-à-dire que c'est vraiment défendu par les communistes, alors que les socialistes ont vraiment une attitude très modérée, voire pro-colonisation. Donc, il y a des différences très très fortes. Et il y a un tournant, donc en 1934, où il y a donc ce qui va permettre le Front populaire, donc il y a un tournant républicain, c'est-à-dire que jusqu'en 1934, donc de la fin des années 20 jusqu'à 1934, le Parti communiste ne s'estime même pas comme parti de gauche, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de la division gauche-droite. C'est un parti qui est contre la République bourgeoise et contre les socialistes, qui sont ses principaux ennemis. Il met en avant un discours très radical, révolutionnaire. Le but, c'est une république soviétique en France, et donc il s'oppose à la république bourgeoise. Or, en 1934, il y a un revirement qui s'explique surtout par en fait, un revirement diplomatique de la Russie soviétique, donc c'est l'URSS avec Staline, qui estime que le danger fasciste devient trop important pour lui, donc il commence à être entouré de régimes autoritaires, c'est l'Allemagne nazie, donc il va plutôt défendre l'idée d'un rapprochement avec les démocraties occidentales, avec les régimes parlementaires, comme le Royaume-Uni et la France, et c'est ce qui permet le Front populaire et le tournant républicain en France. Donc ça ne va pas de soi parce qu'il y avait une division forte, et le fascisme et la République étaient mis sur le même plan. Et au bout d'un moment, donc à partir de 1934, on va dire que le danger fasciste est le plus important. Donc il faut défendre les libertés républicaines, se rapprocher du parti socialiste et renforcer l'armée française, renforcer la France par rapport à l'Allemagne nazie. Donc là, on a un revirement qui est assez important, puisqu'on va être dans la défense nationale, on va mettre de côté des revendications anticolonialistes, on va modérer le discours, donc c'est sur le féminisme, ce que j'évoque dans l'ouvrage. Il y a même une modération sur l'implication dans les conflits sociaux, puisque les communistes vont appuyer les grèves donc en 1936,
mais très modérément. Le but, c'est de faire pression sur le gouvernement pour que le gouvernement fasse une législation intéressante, mais de surtout pas fragiliser l'appareil productif ou l'armée. Donc il y a vraiment un revirement qui est important. Je mets l'accent dessus dans l'ouvrage parce que souvent, dans l'imagerie, le Front populaire est associé à quelque chose qui est forcément très positif, parce qu'on a un parti communiste qui devient un parti de masse, qui met en avant les valeurs de la République. Mais en fait, c'est aussi un tournant conservateur, en réalité. Il y a beaucoup de choses, il y a une radicalité des premières années. Les premières années où les surréalistes avaient adhéré au Parti communiste, où les féministes avaient rejoint le Parti communiste, où les syndicalistes révolutionnaires étaient très présents et les libertaires dans les rangs du communisme. Il y avait dans les années 20 un premier communisme radical et très intéressant qu'on a tendance à mettre de côté pour s'intéresser qu'au Front populaire, où là on est sur un discours beaucoup plus classique, républicain, donc c'est la politique nationaliste, sur la fécondité. Donc avant, ils défendaient le droit à l'avortement, ils ne défendent plus le droit à l'avortement. Et ça, c'est lié à la fois à l'insertion dans le jeu républicain, qui est aussi un jeu conservateur, donc c'est le parlementarisme, c'est une modération du discours, et le fait qu'en URSS, on a aussi ce processus vers des logiques plus conservatrices, alors qu'au début de la révolution russe, il y avait une radicalité plus forte dans les revendications et dans les différentes lois. Progressivement, en fait, il va y avoir une interdiction de l'avortement, une hiérarchie des salaires plus forte dans les usines. En fait, on revient sur des conquêtes de la Révolution. Donc, juste pour terminer, le Front populaire, c'est important parce que le Parti communiste devient un parti de masse. Donc, il ne participe pas au gouvernement, mais il soutient le gouvernement dirigé par Léon Blum. Il y a énormément d'associations, il y a énormément de réseaux militants. Donc, c'est un moment très important pour la constitution d'un parti ouvrier et d'un parti de masse. Les militants qui viennent des années 30 arrive à l'Assemblée nationale, beaucoup de députés ouvriers accèdent à l'Assemblée nationale, donc c'est un moment très important, mais en même temps, il ne faut pas mettre de côté que c'est aussi un moment de modération et de conformisme aussi dans les rangs militants. Et c'est symbolisé par le fait qu'avant, il n'y avait que le drapeau rouge, là on est sur le drapeau rouge et tricolore, et qu'on va mettre en avant le fait qu'un bon militant communiste doit bien s'habiller, doit bien parler, donc il y a la recherche d'une certaine respectabilité qui est une respectabilité à la fois républicaine et sociale, parce que ce sont des militants d'origine ouvrière. Il y a une anecdote dans le livre, je crois bien que c'est à cette période-là, où je sais plus qui raconte ça, mais que même les distributeurs de journaux de l'UMA, ils disent qu'on leur disait, bon, faut arrêter avec le look mauvais garçon, vous arrêtez avec les bérets casquettes et le look un peu de mauvais garçon, faut bien présenter, quoi. Faut que le Parti communiste passe pour un parti convenable et intégré, C'est ça. etc. Et aussi, je reprécise là-dessus, si je dis pas de bêtises, parce que je trouve ça hyper intéressant cette question-là, parce que le recul conservateur qu'il y a en Russie et en France des communistes sur les questions féministes, sur les questions coloniales, etc. Il est aussi associé à une modération sur les questions sociales de grève, etc. Et dans le livre, comme tu montres la sociologie aussi du parti, c'est intéressant parce qu'on voit que dans les gens qui ont fait adhérer à l'internationale des bolcheviks, en fait, comme c'est le courant des pacifistes, c'est aussi le courant où il y avait donc les volontés les plus internationalistes, mais c'est aussi, il y avait beaucoup de femmes, notamment tu parles des femmes qui sont instites, qui sont à ce moment-là, et aussi beaucoup de militants d'autres pays, et notamment de pays coloniaux. Et du coup, c'est intéressant parce qu'il y a une tension entre le côté internationaliste, c'est-à-dire que d'un point de vue internationaliste, il faudrait soutenir des luttes dans les colonies, mais s'il faut soutenir l'effort de guerre français et la production française, etc., ça devient plus compliqué parce qu'à ce moment-là, ça veut dire qu'il faudrait garder les colonies. D'ailleurs, il me semble que, je sais pas à quelle élection, à Paris, il y a eu Ho Chi Minh. On pouvait voter pour Ho Chi Minh, il s'appelait pas comme ça à ce moment-là, mais je sais pas si c'est la même période. C'est un peu, bon, voilà, c'est ça. Dans les années 20, il y a vraiment de la promotion de ces travailleurs immigrés ou de ces colonisés. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est de l'auto-organisation. Et c'est vraiment ça la force du Parti communiste, c'est-à-dire qu'il ne va pas parler au nom des ouvriers, des paysans, décoloniser des travailleurs immigrés, mais qu'en fait, il donne les moyens à l'auto-organisation dans ses propres milieux avec des candidats ouvriers, paysans et travailleurs immigrés. Et donc, c'est vraiment une force, si bien qu'effectivement, en fait, beaucoup de militants indépendantistes, que ce soit en Algérie ou en Indochine, ont commencé à militer comme communistes dans les années 20 au sein du Parti communiste français. Mais c'est vrai qu'il y a un repli sur ces questions-là en 1936, parce que l'objectif, voilà, c'est
mettre la priorité sur le renforcement face à l'Allemagne nazie. Donc on n'a pas intérêt à fragiliser les différentes colonies. Et donc cette question-là est mise de côté. Et du coup, ça me fait une transition toute trouvée parce que ce qui est fou, c'est que quand on voit tout ce qui est fait au nom justement de la défense nationale et aussi d'une certaine façon de la défense de l'URSS, puisque c'est aussi une stratégie qui est voulue par Staline pour se défendre contre la menace que représente Hitler, sauf que patatras, le pacte germano-soviétique. C'est-à-dire qu'il y a Et ça, si tu peux en parler, parce que je trouve que c'est très intéressant, parce que c'est souvent le truc qui est ressorti par la droite, genre les communistes, en gros, ils ont signé avec Hitler au début, il n'y a pas de quoi être fier, en balayant complètement tout ce qui se passe après de la résistance. Mais dans le bouquin, tu décris aussi la réception par les militants de cette décision. Est-ce que tu peux en parler de ça? Parce que comment ça a été reçu, ce truc de tout à coup, l'ennemi c'était les nazis, en fait non, on fait le pacte germano-soviétique, quoi. Voilà. Et après, c'est vrai que c'est compliqué parce que les militants, les communistes étaient contre les accords de Munich et pour hausser le temps face à l'Allemagne nazie, et ils n'étaient pas suivis, et notamment par les radicaux et par les socialistes, et ils sont critiqués comme bellicistes dans les années 38-39. Et donc ce qui est mis en avant, c'est que c'est un pacte de non-agression. En fait, là, la recherche, c'est éviter la guerre, c'est la paix. Et la réception, elle est très complexe parce qu'en fait, il y a des gros problèmes de communication, de lignes différentes entre ceux qui sont à Paris et ceux qui sont à Moscou. Et donc, on voit que souvent, ceux qui vont partir au moment-là, ce sont ceux qui ont surtout des positions d'élus et qui ont en fait, qui se sont inscrits dans le jeu politique français et qui sont moins liés à l'appareil. En fait, il y a très très peu défections parce que depuis donc, le début des années 30, il y a il y a un appareil pardon, très très structuré, donc avec euh, donc, on ne l'a pas évoqué, mais il y a des questionnaires biographiques qui sont remplis. Il y a tout un contrôle biographique très fort qui fait qu'au sein du Parti communiste, il y a des tournants radicaux, mais avec les mêmes personnes. Parce que le tournant de 34 que j'ai évoqué, républicain, il se fait avec les mêmes personnes qui étaient déjà là avant pendant la ligne classe contre classe. C'est-à-dire qu'on ne change pas de dirigeant, mais les dirigeants changent de politique. Et c'est pareil pour le pacte germano-soviétique. En réalité, chez les dirigeants, à part un dirigeant, il reste bien en place. Donc c'est vraiment... voilà. Et sur la réception, il y a des justifications qui se font à chaque fois en fonction des contextes locaux, des types d'opposition. Mais c'est vraiment sur la défense, là, sur la ligne défense de l'URSS et défense de la paix. Là, tu Et, viens... et- Pardon, vas-y. il faut dire aussi que les communistes subissent une répression très forte, qui est d'abord une répression par la République, par la Troisième République. Donc sur les emprisonnements, sur l'interdiction de l'humanité, sur l'interdiction donc il y a le Parti communiste qui est interdit, les associations sportives liées au Parti communiste sont interdites, et ensuite ça se poursuit par les autorités allemandes ou par les forces de Vichy, mais la répression commence dès 1939 et dès donc la signature du pacte germano-soviétique. T'as évoqué là brièvement, est-ce que tu peux expliquer ça parce que je n'avais pas du tout connaissance de ce truc. J'imagine que c'est des documents que tu as parmi tes archives. Le contrôle biographique, c'est quoi? Est-ce que tu peux expliquer parce que ça, je trouve ça incroyable. Alors, c'est-à-dire qu'à partir, en fait, donc ça, c'est un modèle qui est un modèle d'une pratique qui a lieu d'abord en URSS et au sein de l'internationale communiste, et en France, donc ça commence surtout à la fin des années 20 et au début des années 30, où les militants qui vont avoir des responsabilités doivent remplir un questionnaire biographique avec des questions sur eux, sur leur famille, sur leur fréquentation, sur leur métier, sur leurs attitudes à différentes périodes, sur leur engagement syndical, sur leur lien avec la police, sur les opinions politiques de leur famille, de leurs enfants. Ces questionnaires sont évalués, annotés par des responsables, et c'est comme ça qu'on va soit mettre de côté certains militants, soit leur donner des responsabilités, soit leur changer de responsabilité. Et on doit remplir des questionnaires au fur et à mesure. Et c'est notamment avant de suivre les différentes écoles de formation. Et ça permet donc d'avoir un contrôle sur les individus. Et en fait, l'exercice en soi fait qu'eux-mêmes, ils vont répondre en fonction de ce que l'appareil attend. Et c'est un instrument pour
valoriser le conformisme. Et par exemple, là, donc, comme on a parlé du pacte germano-soviétique, après la Seconde Guerre mondiale, il y aura une question sur quelle a été votre attitude pendant le pacte germano-soviétique. Donc, soit l'idée, c'était de dire qu'on était pour, ou alors qu'on était trop jeune, pas assez politisé à l'époque pour comprendre la justesse de ce pacte. Donc, il y a à chaque fois une interrogation sur les attitudes passées et surtout sur les fréquentations politiques dans la famille. C'est-à-dire que d'avoir un frère qui est socialiste ou d'avoir un oncle qui est policier, ce sont des freins aux possibilités d'ascension ou plus souvent encore, c'est ce qui va être utilisé après coup pour exclure certaines personnes. C'est-à-dire peut y avoir des conflits, on va retrouver dans les questionnaires biographiques des éléments qui expliquent la trahison du militant, alors qu'en fait, ça ne posait pas de problème avant. Mais comme il avait un oncle policier, donc ça c'est un exemple classique que l'on retrouve à la fois au niveau national et au niveau local, on va pouvoir délégitimer un militant en disant en fait il avait des fréquentations avec la police. Donc c'est pour ça que il est devenu traître. Alors qu'en général, c'est juste une divergence politique. En fait, il faut voir que souvent, ce sont que des divergences politiques, mais ceux qui ont des divergences politiques dans ce parti qui a un fonctionnement très peu démocratique en interne deviennent soit des traîtres, soit des policiers, soit des trotskistes, sans qu'ils le soient en réalité. C'est pour ça que la catégorie de trotskistes est très intéressante. En fait, en France, il y a très peu de courants trotskistes, ils sont très peu structurés, très peu influents. Par contre, aux yeux du Parti communiste, c'est très important, puisque dès qu'on a une divergence politique, on devient un trotskiste aux yeux de ces dirigeants communistes, ce qui peut des fois contribuer au fait que les militants mis de côté vont effectivement, au bout d'un moment, le devenir. Mais au départ, ils ne l'étaient pas spécialement. Tiens, d'ailleurs, oui, ça pourrait expliquer pourquoi il y a autant de courants trotskistes en France par rapport à d'autres pays actuellement. Il y avait une question sur Doriot, je la retiens, on pourra en parler après. Juste là-dessus, ce qui est intéressant, je trouve, avec cette histoire et que tu expliques bien dans le bouquin, cette histoire de contrôle biographique, c'est que, si j'ai bien compris, d'un côté, c'est ce qui permet de contrôler la pureté idéologique et que les gens restent bien dans le rang vis-à-vis de l'appareil du parti, mais c'est aussi par ça qu'on fait monter des profils plutôt ouvriers. Et en fait, c'est assez intéressant comment tu l'expliques, parce qu'il y a vraiment les deux facettes de la chose. C'est-à-dire que c'est aussi ce qui a permis l'ouvriérisation du parti et de faire monter des gens qui étaient justement des classes ouvrières, mais c'est aussi un dispositif qui a été utilisé pour contrôler idéologiquement les gens. Et je trouve ça vachement intéressant parce que tu cites ce truc des gens qui disent qu'ils n'avaient pas compris le pacte germano-soviétique. Il y a une citation à un moment donné dans le livre d'un jeune ouvrier, qui dit que justement j'avoue à l'époque j'avais pas compris, mais j'étais pas assez formé. Et là, je trouve la citation est incroyable parce qu'il y a un côté, en fait, je pouvais pas encore comprendre le génie absolu du camarade Staline quand il faisait ça, et ça donne presque l'impression qu'il y a une utilisation, une instrumentalisation du fait que les ouvriers se sentent pas légitimes, en disant en fait quand ils doivent, en fait, vu qu'ils doivent leur position au parti, puisque c'est le seul parti qui les respecte et qui les légitime. Et ben du coup, ils peuvent avoir tendance à être moins critiques vis-à-vis de la ligne de l'appareil. Est-ce que j'ai bien compris le Oui, fonctionnement? oui, c'est-à-dire qu'en fait, ils doivent leur promotion à des processus collectifs, à ce qu'on peut appeler un capital politique collectif qui compense en fait leur faiblesse de capital scolaire ou de richesse économique. C'est-à-dire qu'en général, ceux qui font de la politique font de la politique parce qu'ils ont des ressources qu'ils ont acquises dans l'enseignement, dans leur profession. Donc très simplement, ce sont en fait, en France, comme dans les autres pays occidentaux, les élites politiques sont issues des élites sociales. Et automatiquement, en fait, on a une certaine assurance grâce à son métier, grâce à sa position de pouvoir dans son entreprise, grâce à ses diplômes. Donc, on se sent tout naturellement compétent à faire de la politique, à se présenter aux élections, à représenter la population, même si sociologiquement, on ne la représente pas, puisque en fait, ces élites ne sont pas à l'image de la population. Or là, donc, il y a une organisation qui va donner des ressources collectives par la formation, par les lectures, par l'entraide collective pour contrebalancer des ressources individuelles faibles. Et donc effectivement, après, on se sent redevable, pas spécialement des dirigeants ou de la ligne, mais de ce processus collectif qui va valoriser le collectif et pas les individualités. Et c'est pour ça qu'on se présente au nom du parti
et qu'on est, donc, ce qu'ils disent aussi, les représentants de la classe ouvrière. En fait, ce sont des porte-parole de collectifs et pas des individualités qui brilleraient par leur qualité personnelle. Et donc on met l'accent sur tout ce qui est collectif, sur tout ce qui a amené l'appareil, et c'est pour ça que l'appareil a un sens aussi très positif. Et sur ce que tu évoquais, donc sur l'encadrement, en fait, c'est même pas que le contrôle biographique, c'est ce qu'on appelle la politique des cadres, c'est-à-dire de faire attention à gérer les ressources militantes. Et donc on peut voir ça de manière négative dans le sens où c'est un contrôle, effectivement, où on va orienter et canaliser. Mais en réalité, s'il n'y a pas de politique des cadres, il y a tout simplement une reproduction de la domination sociale dans l'organisation. Si on n'oriente pas qui devient cadre, ce sont les bourgeois qui se retrouvent à devenir dirigeants des partis, comme on l'a encore aujourd'hui. Donc la politique des cadres, elle vise pas simplement à vérifier une orthodoxie idéologique, mais aussi à vérifier que le parti reste bien en lien avec la classe ouvrière, parce qu'il est le représentant de la classe ouvrière avant tout. Et donc, ça a des aspects positifs par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on va valoriser un individu pas simplement par rapport à ses idées ou sa manière de les défendre, mais aussi par rapport à ses origines et par rapport à l'apprentissage du militantisme qu'il a eu au sein de sa famille, dans sa localité, au sein du syndicat. Donc c'est vraiment une politique des cadres en réalité qui prend bien en compte l'individualité, puisqu'en fait une personne est forgée dans sa classe, dans son rapport quotidien à son travail et à sa famille. Donc c'est pas si aveugle que ça. Et c'est vrai que sur le contrôle biographique, peut-être pour terminer, donc c'est pas simplement contrôler ce que les personnes font, c'est aussi contrôler sur les lectures. C'est-à-dire qu'il y a, donc il y a les écoles, il y a différents textes, et en fonction des périodes, on va mettre de côté certains textes considérés comme hétérodoxes par rapport à la ligne du moment. Et donc il y a tout un ensemble pour aider le militant à se forger des armes qui sont à la fois des armes théoriques et des armes pratiques. Ok, et oui, bah du coup, voilà, ça c'est un peu, je trouve, le nœud du truc dans le bouquin, cette tension-là sur... parce que c'est vraiment le cœur aussi de la logique qui a permis de faire monter, enfin de créer un vrai parti authentiquement populaire, tu disais dans ton article dans le Diplo, c'est ce qui explique aussi qu'on se retrouve avec des personnalités comme Thorez, et toutes ces générations de dirigeants-là. Et du coup, je reprends la question sur Dorio, parce que tu en parles un petit peu dans le livre. Est-ce que tu peux expliquer pour les gens qui... parce que je sais pas si les gens savent trop qui est Dorio, si tu peux expliquer brièvement parce que c'est un parcours assez particulier, quoi. Euh, c'est un parcours assez particulier à partir du moment où il quitte le Parti communiste. Auparavant, non. C'est-à-dire que donc avant 34, c'est une figure assez classique qui est assez similaire à celle de Maurice Thorez. Donc c'est la nouvelle génération, c'est la première génération ouvrière. Ce sont des militants qui sont promus pendant la phase de bolchevisation. Donc lui, c'est un militant d'origine ouvrière qui milite très très tôt, c'est-à-dire qu'il a des responsabilités au sein des jeunesses communistes, qui va à Moscou, et il se fait surtout connaître par l'engagement dans la lutte anticoloniale. Et il y a une rivalité qui se fait notamment avec Thorez, parce que Doriot aurait pu devenir donc, le secrétaire général du parti du communiste. Et donc la rivalité, elle se fait notamment concernant le rapprochement avec le Parti socialiste, donc sur la ligne antifasciste. En fait, Doriot veut, de manière assez tôt, avant le tournant républicain qu'on a évoqué, qu'il y ait une alliance avec les socialistes et avec la gauche française pour s'opposer aux dangers fascistes. Or, ça, c'est refusé, et donc en fait, il est réprimé, il est rappelé à l'ordre par rapport à ça, et notamment parce qu'à Saint-Denis, il fait déjà un collectif antifasciste avec les socialistes, alors que c'est pas encore à l'ordre du jour, c'est pas encore accepté par l'internationale communiste, et donc c'est refusé par les autres dirigeants du Parti communiste. Et Doriot, lui, refuse d'aller à Moscou pour s'expliquer devant l'internationale communiste. En fait, il est désabusé parce qu'il est en opposition depuis un bout de temps sur ces questions-là. Il joue pas le jeu, lui, de s'appuyer sur l'internationale communiste parce qu'il pense que sa ligne est légitime, alors que Maurice Thorez va à Moscou et s'appuie sur sa ligne et sur l'internationale communiste pour mettre en œuvre la politique qui était défendue par Doriot quelques mois après. Mais le simple fait de n'avoir pas suivi la ligne et de ne pas avoir suivi donc, les revendications de l'internationale communiste fait qu'il y a une répression forte et une marginalisation de Doriot. Donc ce qui est complexe, c'est que ce que défend Doriot, c'est exactement ce qui va se passer en
1936, lui, il était pour un large front antifasciste, une alliance avec les socialistes. Il est marginalisé. Ce qui est incroyable quand tu connais la suite de son Voilà, histoire. c'est que comme il est marginalisé, il est isolé. Il est isolé non seulement par rapport au Parti communiste, mais isolé aussi par rapport au Parti socialiste qui s'est allié avec le Parti communiste. Et progressivement, il va défendre ce que lui appelle un véritable communisme ouvrier et pas aux ordres de Moscou. Progressivement, en fait, le nazisme et le fascisme deviennent impossibles. Pour lui, donc, une révolution nationale, un communisme typiquement national. Donc il va y avoir après une dérive fasciste de Doriot qui a été permise par sa marginalisation et son exclusion par le Parti communiste. Donc c'est pour ça que c'est complexe, puisqu'en fait c'était un des premiers antifascistes, si on veut, au début des années 30, et il va devenir un fasciste ensuite. Et c'est pas une trajectoire isolée, parce qu'en fait il y a beaucoup de dirigeants, donc c'est le Parti populaire français, beaucoup de dirigeants de ce parti-là, qui est un parti collaborationniste, viennent du Parti communiste, c'est des personnes qui ont été réprimées en tant que dissidents internes au Parti communiste et qui revendiquent en fait un communisme national et ouvrier, parce que donc c'est surtout lié à Saint-Denis, donc qui est une municipalité dirigée par Doriot. Donc là, on a une dérive fasciste qui est liée à ce qu'il a subi en tant que militant communiste. Et donc l'erreur pour lui, c'est d'avoir considéré que l'internationale communiste allait s'aligner sur ce qui était décidé en France, alors qu'il fallait que ça se fasse dans des discussions avec Staline. Il y avait une question aussi sur la guerre d'Espagne, que j'ai un peu sauté alors que c'est un moment fondateur, si tu veux en parler. En plus, si on n'en parle pas, les anarchistes du chat, ils vont pas être contents. Donc, voilà. Mais après, même si ça concerne moins le PCF en tant que parti français, mais il y a quand même tout le truc, c'est pendant le Front populaire, etc. quoi. Voilà, si, c'est quand même très important, parce qu'en fait, le Parti communiste est le principal instrument du soutien international. Donc les brigades internationales, elles se font surtout en France, et le Parti communiste a vraiment un rôle très, très important. C'est-à-dire que c'est le relais de l'international communiste en Europe pour préparer et faire venir les volontaires pour défendre l'Espagne républicaine. Et donc là, ce qui est assez ambigu, c'est que les communistes sont très clairement pour l'aide à l'Espagne républicaine, donc les communistes français, mais ils sont au gouvernement et soutiennent Léon Blum, qui a une attitude beaucoup plus modérée. Donc le but, c'est de ne pas se mettre à dos le Royaume-Uni, qui lui est contre le soutien aux républicains espagnols. Et donc, les communistes sont très actifs dans l'aide à l'Espagne républicaine, mais de manière faussement invisible. C'est-à-dire que Léon Blum les laisse s'organiser, mais ce n'est pas clairement revendiqué. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est mis au crédit du Front populaire, mais plus, au fait, en réalité, des militants du communiste. Et en même temps, la guerre d'Espagne, c'est aussi un laboratoire de répression des dissidents communistes. Et donc là, on l'a évoqué un peu avant, donc sur ceux qui vont être traités de trotskistes ou d'anarchistes. Et donc là, c'est un amalgame entre les communistes qui ne sont pas dans la ligne, c'est-à-dire qui n'obéissent pas aux injonctions de Moscou, qui vont devenir des fascistes. Donc là, il y a un amalgame entre trotskistes et fascistes, et des règlements de compte sanglants en Espagne. Et donc on voit qu'à chaque fois, il y a une rivalité interne au sein de la gauche radicale pour avoir une hégémonie, et ça se règle dans le sang pendant la guerre d'Espagne. Ok, je vois qu'il est déjà 20h15, on avait dit qu'on terminait à 20h30. Au pire, je te réinviterai, on fera une autre partie, parce qu'on en est encore à la Deuxième Guerre mondiale. On n'a même pas fait la moitié. Mais sur la Deuxième Guerre mondiale, alors on va peut-être pas revenir sur toute l'histoire de la résistance communiste, mais du coup, après le pacte germano-soviétique, l'URSS a fini par rentrer en guerre, et les communistes français ont été extrêmement impliqués dans la résistance. Et alors bon, ça, chacun le sait. Mais ce qui est intéressant dans ton livre, c'est que tu expliques aussi que ça donne une génération de militants et de cadres qui ont plus tout à fait les mêmes légitimités. C'est-à-dire que les gens qui ont leur légitimité du fait de la résistance, c'est des gens qui ont passé des années à se planquer, à prendre les armes, etc. Et qu'après-guerre, ça va être très très important, cette légitimité-là, au sein du parti lui-même,
et aussi au niveau national, puisque c'est après ce moment-là qu'il a fallu tenir compte du fait que le Parti communiste en France était extrêmement puissant, était armé, qu'il demandait des réformes, on devait négocier avec eux, etc. Oui, et c'est pour ça que au début, quand on a parlé de Georges Marchais, j'ai parlé de seconde génération parce qu'en réalité, il n'y a pas une vraie génération de dirigeants qui émergent pendant la résistance. Donc il y a la première génération, donc Thorez, qui émerge donc fin des années 20 comme dirigeant et qui dure jusque dans les années 60. Et pendant la résistance, il y a de nouveaux militants qui vont arriver, donc comme pendant le Front populaire, donc c'est important pour le renouvellement des rangs militants, mais effectivement, il y aura assez peu de dirigeants qui vont proprement émerger de cette période-là, parce qu'il y a une suspicion, puisque là, on est une période vraiment très, très incertaine, où il y a une autonomie locale très forte, où il n'y a pas une ligne centrale qui peut être appliquée, on est dans la clandestinité, il y a des variations fortes, et c'est pour ça qu'il y a une entrée même donc, dans l'opposition aux Allemands avant même que l'Allemagne nazie attaque l'URSS. Il y a une opposition sur des mots d'ordre économiques et sociaux également. Et il y a eu un apprentissage du militantisme en dehors des règles classiques qu'on a évoquées sur le contrôle biographique, sur les écoles, sur la politique des cadres. Donc une autonomie forte et des valeurs héroïques qui peuvent être individualisées. C'est-à-dire que là, on est sur des dirigeants qui se sont fait un nom et qui ont une notoriété d'abord locale très très forte, et donc des valeurs d'héroïsation qu'on a essayé de ne pas mettre en avant pour mettre l'accent, comme on l'a vu, sur le collectif et sur quelques porte-paroles. Donc il y a bien un renouvellement militant, mais comme pour le Front populaire, il n'y a pas vraiment de nouveaux dirigeants. Au Front populaire, c'est la même chose, c'est un moment très important, vraiment très important de mobilisation, et en même temps, il n'y a pas de nouveaux dirigeants qui émergent là. Et donc, pour la libération, il y a des militants qui vont commencer à militer à la fin de la guerre, qui vont commencer à entrer en communisme en 1944, 1945, mais souvent c'est parce que en fait, ils ont un engagement syndical dans les luttes syndicales en 47, 48, début des années 50, qu'ils vont être sélectionnés et valorisés dans l'appareil pour devenir les nouveaux porte-parole ouvriers. Pas spécialement par leur action héroïque pendant la résistance, et on voit même, donc c'est un peu ce que j'évoque, que dans les années 40, donc il y a une refermeture, donc il y a une période de la libération où le Parti communiste participe au gouvernement, où il y a, comme pendant le Front populaire, vraiment une image nationale forte du Parti communiste comme parti de masse. À partir de 1947, les ministres communistes sont exclus du gouvernement. Il y a un repli stalinien en URSS et avec donc, les blocs de l'Est. Donc c'est l'opposition à la Yougoslavie du maréchal Tito. Donc il y a une répression qui se fait forte en France. Donc là, c'est plus les trotskistes, mais c'est les titismes. En fait, ça revient au même. Et là, on voit que ceux qui sont mis de côté, souvent, ce sont des résistants ou des personnes qui peuvent faire valoir cette identité individuelle acquise pendant cette période de la clandestinité, alors que les militants qui vont les remplacer, ce sont plutôt des militants comme Georges Marchais, qui ont plutôt adhéré à la libération et qui ont acquis des valeurs militantes dans le cadre de leur engagement dans les luttes sociales. D'ailleurs, Marchais a traîné une casserole pendant assez longtemps vis-à-vis de ça, parce que c'était quoi? C'était le STO. Il était plus ou moins accusé d'avoir non seulement pas résisté, mais en plus pas beaucoup résisté au fait de travailler pour les Allemands quand il a été emmené travailler en Allemagne. Voilà, c'est ça. C'est qu'il y a des polémiques sur l'aspect ou non volontaire de son séjour en Allemagne lorsqu'il a travaillé en Allemagne. Et ça émerge plutôt ensuite, donc dans les années 70 et 80, et notamment mis en avant par d'anciens communistes qui ont participé à la résistance et qui ont été, comme Charles Étillon, mis de côté ensuite.
Il y a le cas de, je fais mon Limousin encore, mais il y a le cas de Guingouin. Je crois que t'en parles Aussi, dans le oui. livre aussi. Et je Oui. sais que, alors pour ceux qui connaîtraient pas, Guingouin, c'était le premier maquisard de France. Il disait, c'était mais bon, il y a tout un truc autour de Guingouin, mais qui était le chef des francs-tireurs partisans, donc des résistants communistes en Limousin, qui ont libéré Limoges, voilà. Donc avec énorme, grosse gloire, parce qu'en plus c'était un maquis qui a gagné des batailles, qui a tenu les campagnes aussi très très bien, etc. Et il a été maire de Limoges, il me semble, à la Libération. Je sais que, alors Guingouin a été plus ou moins écarté du parti, et un des arguments utilisés contre lui, face à justement toute cette légitimité qui s'était faite, qui était presque considérée comme trop forte au sein du PC, c'était oui, mais toi t'es un instit, Georges Guingouin, tu n'as pas à être un chef. On va mettre plutôt des gens qui ont une légitimité ouvrière à la place. Et il y a vraiment l'opposition entre ces deux légitimités-là qui est intéressante, quoi. Oui, c'est-à-dire que ça peut être utilisé, mais là, c'est parce qu'il y a une opposition. D'abord, parce qu'ils lui ont reproché des malversations financières également. Et donc, être un stit peut être utilisé comme élément pour évincer quelqu'un, mais c'est pas suffisant, puisqu'il y a, voilà, on peut être enseignant et diriger la fédération et puis être maire d'une ville importante. Mais par contre, c'est vrai que ça fragilise le militant qui peut être mis de côté à cause de ces éléments biographiques. Et par contre, du coup, comme tu dis, l'autre revers de ça, c'est une phase où le Parti communiste participe au gouvernement, et donc bon, aussi parce que le fameux programme du Conseil national de la résistance a été fait par des instances où les communistes étaient extrêmement présents, et c'est aussi du coup là où on voit, parce que je sais qu'on en parle souvent ici, on voit au gouvernement des ministres ouvriers, quoi, des Ambroise Croizat, des Marius Patino, on parlait tout à l'heure, qui n'était pas ministre, mais et aussi du coup on voit des parce que ici on a déjà parlé de Friot et de gens comme ça qui parlent souvent de ça. Il y a vraiment un truc politiquement qui se passe. Qui se reproduira presque plus en fait, une telle prise en main d'une partie des institutions de la République française à la libération par des militants communistes et des militants ouvriers. Voilà, oui, oui, ça c'est vraiment, c'est-à-dire que, en fait, l'émergence du Parti communiste dans la scène politique française, ça permet surtout une ouvriérisation de différentes institutions qui sont autrement monopolisées par les élites bourgeoises. Donc c'est vraiment très clair. En fait, ça commence aussi dans les municipalités, donc à partir de 1935 dans les municipalités, à l'Assemblée nationale en 1936, et donc au gouvernement à partir de 1944. Et ça, c'est vraiment inédit, puisqu'il y a vraiment des freins, des freins très importants pour l'accession à des postes de responsabilité pour ces catégories populaires. Alors que là, il y a vraiment une promotion. Ce qui est important, c'est que ce n'est pas que de l'affichage, c'est-à-dire que la ligne politique va avec. Donc ça, moi, je l'observe notamment dans les municipalités ou à différents endroits. Le fait d'être ouvrier, c'est pas que intéressant pour l'affichage en disant on est à l'image de la population, c'est qu'on vient avec une expérience qui est particulière, une sensibilité à l'injustice et une envie de défendre des politiques qui sont radicales et qui veulent changer l'ordre social. Donc c'est vraiment pas qu'une question de symbolique, c'est que la politique qui est défendue par ces personnes, donc c'est pas un hasard, voilà, si on est sur la sécurité sociale, sur le statut de fonctionnaire, sur le métayage, sur les droits des femmes aussi, parce qu'il faut savoir que ce sont essentiellement les communistes qui permettent le fait qu'il y ait des députés femmes en France, parce que très largement, les femmes députées sont issues des rangs communistes. Donc il y a vraiment la personne qui fait de la politique vient avec son expérience et une sensibilité, une politisation qui est liée en fait à son travail, à son enfance, à ses fréquentations. Donc lorsqu'on a ces itinéraires-là, on va défendre des politiques qui sont progressistes et qui sont radicales dans le sens qu'ils vont essayer de contrebalancer les logiques de domination sociale dans la société. Donc c'est vraiment, voilà, c'est à la fois symbolique et important en termes de politique effective. Et c'est effectivement inédit. Donc généralement, voilà, il n'y a pas de ministre issu de ces milieux. Il y a Marcel Paul aussi qui est ministre et qui est à l'origine donc de EDF GDF, donc qui était quelqu'un qui était orphelin, qui a travaillé comme garçon de ferme, qui a travaillé après comme électricien. Donc on est vraiment sur des parcours
que l'on ne rencontre pas. Et on aura encore un peu ça en 1981. Donc les communistes participent au gouvernement à la Libération et après en 81, parce que pendant le Front populaire, ils faisaient qu'un soutien. Et en 81, avec notamment Marcel Rigoux, qui était ouvrier, qui va s'occuper de la formation permanente, ou Charles Fitterman, qui s'occupe des transports. On a des figures ouvrières qui vont intégrer le gouvernement, mais c'est beaucoup moins fort, puisque là, le Parti communiste est plus faible. Et vu qu'il reste 5 minutes et que du coup je renonce à finir le XXe siècle, dans ce que tu dis, il y a un truc que je trouve vraiment intéressant. Et enfin là tu as vraiment bien expliqué les mécanismes que tu montres dans le livre et que je trouve vraiment hyper intéressant. En fait, tout ce qui est structurel et qui a des effets en fait. Mettre ce genre de dispositif dans l'appareil, ça fait qu'on a une direction plus ouvrière. Avoir une direction plus ouvrière, ça veut dire qu'on va soutenir généralement plus des politiques de solidarité, des politiques progressistes. Et ça, je trouve ça vraiment super intéressant. Et ça marche. T'expliques aussi des choses comme ça au niveau de, comme tu dis, par exemple, la place des femmes dans le parti, parce que je sais plus quelle est ta formule, mais en gros tu expliques que le parti n'était pas forcément toujours très perméable aux idées féministes même de ces époques-là, mais que ça restait quand même un des partis les plus féminisés et qui présentait des femmes alors qu'elles n'avaient même pas le droit de vote, enfin des choses comme ça. Et tu t'expliques aussi que c'est un peu c'est lié aussi à la structure de l'organisation. Oui, c'est-à-dire que alors, sur le rapport au féminisme, il y a une période où il y a une rencontre qu'on a un peu évoquée dans les années 20, où là, les féministes radicales rejoignent le Parti communiste. Et ensuite, il y a ce tournant républicain qu'on a évoqué, qui est pour moi aussi un tournant conservateur et qui se matérialise par le fait que les féministes enseignantes célibataires radicales n'ont plus leur place dans ce parti qui s'ouvriérise et qui devient plus conformiste. Donc, et le Parti communiste ne va plus revendiquer le terme de féminisme à partir donc, du début des années 30 jusqu'à 1977-1978. Les militantes communistes ne se revendiquent pas féministes, mais en fait, en réalité, quand on regarde ce qu'elles font, en fait, elles font de la politique, elles sont issues de milieux populaires, donc c'est pour ça que moi je parle aussi de féminisme pratique, parce qu'en réalité, elles luttent C'était ça la formule que je cherchais que tu employais. Voilà, c'est un véritable féminisme pratique, parce qu'au-delà des grands discours, en fait, le Parti communiste permet à des femmes, en plus des femmes souvent d'origine ouvrière, de devenir députées, de diriger des villes, de faire de la politique, parce qu'il a toujours été clair sur l'égalité politique homme-femme. Il est en retard sur le plan des mœurs et de la morale, mais dans la réalité, dès que l'on travaille sur les trajectoires militantes, on voit bien que ce sont des trajectoires émancipatrices pour les principales intéressées, qui étaient pas du tout à l'image des autres femmes de leur quartier ou de leur village. Être une femme communiste était très singulier. On prenait la parole dans les réunions, on pouvait se syndiquer, être élu, alors que dans les autres partis, ce sont des partis essentiellement masculins. Donc il faut savoir que le Parti communiste, c'est de très loin le parti le plus féminin de tous les partis. Et en réalité, même s'il y avait un discours assez conservateur sur les mœurs, on voit que la vie de ces femmes communistes était beaucoup plus libérée que les femmes qui n'étaient pas communistes, même sur... ils mettaient plus en avant, par exemple, pour la question du droit à l'avortement, mais en réalité, elles le défendaient quand même aussi, ou elles y avaient recours. Donc c'est plus complexe que l'image qui est affichée, et cette image, elle est liée à ce qu'on a évoqué sur la recherche de respectabilité. En fait, être un parti respectable, d'ordre... Et derrière la respectabilité, il y a une respectabilité morale qui fait qu'effectivement, sur beaucoup de points, les communistes étaient très proches des catholiques. En fait, ils avaient voilà, un côté très classique sur la morale, sur ces questions-là, puisque le but, c'était de ne pas être vu comme le parti de l'étranger, le parti des ouvriers, des bons à rien. Et donc, il y a la recherche d'une respectabilité et qui passe aussi sur un certain conservatisme moral par rapport aux droits des femmes, alors qu'en réalité, elles sont vraiment très, très présentes. Et jusque dans les années 90, donc on est vraiment sur un parti qui est très, très féminin, même si les militantes vont revendiquer le terme de féminisme avec Georges Marchais qu'à la fin des années 70. Avant, comme autogestion, c'est considéré comme un mot gauchiste,
ou comme une lutte qui serait bourgeoise. Donc on va dire, parler de féminisme, ça voudrait dire que l'on délégitime le combat social et la lutte de classe, donc on va dénigrer le mot de féminisme, taper sur les groupements dits gauchistes qui revendiquent le féminisme dans les années 68, alors qu'il y a beaucoup de femmes dans les rangs communistes avec des positions importantes. Elles sont simplement souvent mises au second plan, puisque comme il y a une ouvriérisation, une valorisation des ouvriers, les femmes sont moins ouvrières en général, et donc il y a un côté très masculin dans la direction du Parti communiste, tout simplement parce que la figure de l'ouvrier est d'abord une figure masculine. Je veux bien juste terminer peut-être sur un point que j'ai pas évoqué, Bien sûr, vas-y. un peu avec ça, parce qu'on a un peu valorisé le côté classe ouvrière qui est représenté, mais il faut quand même voir voilà, qu'il y a des rapports de domination internes aux classes populaires qui sont reproduits dans l'organisation, puisqu'en réalité, ces porte-paroles ouvriers, donc comme Marché, comme Torres, comme les députés à l'Assemblée nationale, ce sont essentiellement des ouvriers très qualifiés, donc la fraction vraiment haute de la classe ouvrière, diplômés, beaucoup diplômés pour des ouvriers, travaillant dans des grandes industries urbaines. Et derrière, en fait, on a toutes les fractions qui sont beaucoup plus nombreuses, des fractions ouvrières moins diplômées, où il y a plus de femmes, où il y a plus d'immigrés. Celles-ci ne sont pas trop représentées. C'est-à-dire que même si c'est un parti qui permet une certaine émancipation du côté des classes populaires, il faut voir qu'il y a eu quand même donc la reproduction de logiques de domination, et que les porte-paroles de la classe ouvrière ne sont pas à l'image de la classe ouvrière, ils représentent surtout les fractions les plus hautes et les plus qualifiées, à la limite en fait, de ce qu'on peut appeler une petite bourgeoisie technicienne. Donc souvent on est sur des ouvriers diplômés par exemple du certificat d'études approfondies, et même qui auraient peut-être pu aller plus loin au niveau de leurs études, mais la trajectoire militante font qu'en fait ils ont un processus de promotion sociale, culturelle dans l'organisation militante. Ils deviennent permanents. Mais peut-être qu'ils seraient devenus cadres dans leur entreprise s'ils avaient pas eu cette trajectoire militante. Donc on est quand même sur des fractions hautes et sur une certaine élite ouvrière. Donc c'est intéressant de montrer qu'il y a eu vraiment tout un travail pour contrecarrer les logiques de domination des classes populaires dans la scène politique, avec une intrusion d'ouvriers et de femmes dans les assemblées électives. Mais en même temps, ce ne sont pas n'importe quel ouvrier, ce ne sont pas n'importe quelle femme. Donc il faut aussi avoir conscience de ça pour éviter que ça se reproduise, parce qu'en général, dans une organisation, même une organisation ouvrière, il y a toujours ces logiques de domination qui se reproduisent chez les militants. Oui, d'ailleurs, tu cites, dans les portraits que tu cites, on voit qu'il y a beaucoup de ces ouvriers qui montent comme cadres du parti. C'est aussi des ouvriers qui sont frustrés d'avoir... En fait, c'était ceux qui étaient bons à l'école, un peu, pour résumer, et qui sont frustrés de ne pas avoir, pour plein de raisons qui sont liées à leur classe sociale, en fait, pu aller plus loin dans les études, et du coup, le parti devient une espèce d'endroit où ils peuvent devenir des cadres, et ils peuvent utiliser ce peu de capital culturel qu'ils ont réussi à arracher. Voilà. Bon, j'avais promis que je te libérais à l'admi, donc est-ce que tu veux rajouter quelque chose Non, bah peut-être qu'on pourra voir, voilà, si on organise peut-être une seconde émission pour poursuivre peut-être sur les années suivantes et sur la période contemporaine ou de déconstruction en fait du parti et de déclin, parce que peut-être que ça peut être intéressant, voilà, si... Alors moi je suis carrément chaud, donc si toi tu es d'accord, c'est avec plaisir, on peut faire la suite. D'ailleurs, en fait, avant, l'année dernière, souvent je disais aux gens on va faire 2 heures, et je sais que ça peut être vachement... Maintenant je le fais plus, je dis aux gens 1 heure, tant que vous voulez, etc. Et je sais qu'à chaque fois, 1 heure en fait c'est beaucoup plus court qu'on a l'impression, donc si toi t'es disposé à revenir, ça sera vraiment avec plaisir, quoi. D'accord, avec plaisir. Eh ben merci beaucoup, Julien. Je vais rester moi un tout petit peu avec les gens débriefés, et on se recontacte très très bientôt. Et merci beaucoup d'être venu. D'accord, merci, à bientôt. À bientôt. Est-ce que vous m'entendez toujours? Est-ce que vous m'entendiez quand je disais au revoir? Non? J'avais coupé, c'est ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, mais merci à toutes et à tous. Oui, les alertes sont toujours complètement cassées. Je peux remettre le son, mais elles sont cassées. Alors, vous avez vu, Sophie Stache a lancé un mouvement de grève sur le chat. Vous avez vu maintenant mes commandes, elles marchent. C'est-à-dire que si vous lancez un mouvement de grève avec vos points, maintenant ça marche. Ça fait que le chat passe en émoticône only pendant 1 minute.
Voilà, c'est ça. Si vous voulez suivre le mouvement de grève, sur le chat, vous avez les émoticônes. D'ailleurs, normalement, vous pouvez aussi invoquer Bernard Friot. Normalement, ça marche. Ça marchait pas l'autre fois, mais je pense que je l'ai réparé. Au pire, je rembourserai les gens comme l'autre fois. Ou les modos, qui sont très très forts. D'ailleurs, la grande asperge, merci beaucoup. Tu postes les liens et tout, c'est trop bien. Merci beaucoup à toi. Ah, voilà. Merci, la grande asperge. Ah, non, c'est bugué. Il sursaute, le Bernard. Ah oui, mais c'est parce que tu l'as fait 4000 fois. D'accord, très bien. Voilà, ça marche. Maintenant, on peut vraiment invoquer Bernard Friot. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, mais voilà, vous avez un beau Bernard détouré. Bon, j'espère que ça vous a intéressé. J'étais sûr qu'une heure, ce serait hyper court. Moi, j'ai mon petit plan, là, comme ça, et on n'en est même pas à la moitié. On n'en a même pas la moitié. Voilà, alors, ça y est, c'est parti. Des mouvements de grève, etc. Du coup, ça sert à rien que je vous pose des questions, parce que vous êtes en grève. Et du coup, ça veut dire qu'on peut invoquer plusieurs Bernard Friot en même temps. Et du coup, on se retrouvait avec de multiples Bernard Friot. Ce serait incroyable. J'allais dire, j'espère que ça vous a plu, mais comme vous savez plus que les émotes pendant une minute, voilà. Mais en tout cas, très envie de continuer là-dessus. En plus, il y a vraiment une partie, comme je l'avais expliqué, je sais plus quand, il y a vraiment une partie que j'aimerais aborder. Même si en fait elle n'est pas tant abordée en détail dans le chat, mais quand on s'est parlé dans le chat, n'importe quoi, dans le livre de Julien, il y a toute une partie sur la vie culturelle autour du PC. Il en a un peu parlé, les municipalités, les associations sportives, les machins. En fait, il y avait vraiment toute une culture, presque une contre-culture autour du Parti communiste, contre-culture au sens où elle était presque fermée, c'est-à-dire enfin presque hermétique, qui remplissait énormément la vie des gens, et ça compte aussi lire Luma, Pif Gadget, voilà. Et donc, comme je disais, maintenant dans les lives, je vais souvent faire des lives qui seront liés aussi à des sujets que je vais faire en vidéo. Là, je vais faire Pif Gadget. Et c'est lié à toutes ces questions-là en fait, parce que Pif Gadget, là j'ai le bouquin, je sais pas où, non il est derrière, je vais pas risquer de me casser la gueule, quand tu lis l'histoire de Pif, et les éditions Vaillant avant, qui éditaient les bandes dessinées après Pif, avant Pif justement, et qui ont donné Pif Gadget, c'est des anciens résistants, ça s'est créé à la Libération, c'est exactement les générations dont il parle. Dans le livre, et ça se recoupe complètement, c'est assez extraordinaire. Et d'ailleurs, Pif, c'est les années 70, et quand tu lis l'histoire de Pif racontée par les gens qui ont fait vraiment Pif Gadget, c'est dans les années 70, ils sont très jeunes, je crois que la moyenne d'âge, c'est un peu plus d'une vingtaine d'années. Ils sont énormément issus de classe populaire, je crois qu'il y en a que la moitié qui a son certificat, qui a que le certificat d'études, et l'autre moitié qui a pas du tout de diplôme, etc. Donc il y a eu un impact sociologique énorme. Et par contre, c'est des jeunes dans les années 70. Donc, c'est des gens qui ont 20 ans dans les années 70, donc c'est génération 68. Donc, ils ont les cheveux longs, etc. La vidéo d'Arkeotoy, c'est très très bien, je l'ai vue, et il y a plusieurs vidéos qui ont été faites, et je sais que celle que nous, on va faire, elle sera vraiment sur un angle différent. En réalité, ça sera une histoire de la culture populaire. C'est le thème de la chaîne, hein, les cultures populaires. C'est une histoire de la culture populaire, donc on va aussi parler du cinéma. Il y a un très bon documentaire Arte qui est toujours, je crois, sur YouTube, qui s'appelle PC, le parti du cinéma, qui est très intéressant sur cet aspect-là aussi, le Parti communiste produisait des films. Et pas juste des films de propagande, ils en faisaient, hein. Ils ont fait des trucs pour l'anniversaire de Staline et tout, c'est l'angoisse absolue, mais aussi des films réalisés par Renoir, des trucs vraiment stylés, quoi, avec la CGT, et du coup avec plein de techniciens qui bossaient de la CGT cinéma qui bossaient bénévolement et tout, quoi. Donc aussi, avoir eu la chance d'avoir des parents communistes, oui, c'est ça. Et donc, merci la grande asperge. Pour le bouquin c'est pas un placement produit, mais moi je vous le conseille, il est très très bien. Et comme il disait, je le confirme, c'est un bouquin, je pense, qui est tout à fait accessible. Si vous intéressez, vous n'avez pas forcément bouffé de l'histoire du Parti communiste pendant toute votre vie. Et en plus, il fait vraiment une chronologie sur 100 ans, donc c'est presque un bon résumé. Même pour préparer ma vidéo, j'ai fait une frise. J'ai fait comme à l'école, j'ai fait une frise à partir du bouquin, chronologique, avec des périodes et tout, au stabilo, c'est génial. J'ai arrêté mes études parce que j'étais trop feignant et je me retrouve à faire des frises chronologiques en lisant des bouquins pour faire des vidéos YouTube, tout va bien. Mais en tout cas, je conseille. Tout ça pour arriver à Robert Rue, bah ouais, pire truc. J'ai mouru, c'est la faute à Robert Rue, je sais pas si y en a qui ont la ref, mais c'est assez vrai. Quoique ça sentait un peu le sapin avant, mais bon bref. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et donc je sais pas quand est-ce qu'on remettra ça avec Julien.
Mais du coup, je suis content qu'il puisse revenir. J'étais sûr qu'il n'y aurait pas le temps. Et encore, j'ai essayé d'aller vite. J'espère que c'était possible à suivre. Mais là, on est allé jusqu'à la Libération, en gros. Et du coup, c'est vachement intéressant d'aller justement jusqu'aux années 70 et puis jusqu'aux années 80 avec Mitterrand. Et puis le déclin, surtout. Et analyser le déclin pas juste du PC, en fait, le déclin de ces formes d'organisation aussi, quoi. Ouais, c'était dense, hein. On peut pas. Ouais, c'est dense déjà, hein. Abandonne la durée d'une heure, ça marche pas. Ben ouais, mais en fait, comme je disais là, le truc, c'est quand j'invite les gens, 2 heures, ça leur paraît hyper long, quoi. Ils se disent, mais non, on va jamais tenir 2 heures et tout. Après, ça dépend. Alors, Mathilde Larère, tu la mets sur des rails et c'est parti pour. Tu peux faire 6h30, quoi. Sans problème. Mais il y a vraiment des gens, ça leur fait peur. Mais sinon, on peut faire en plusieurs parties, comme ça laisse le temps aux gens peut-être de regarder le replay pour la prochaine. Je sais pas. Usul, je sais pas combien de temps il fait. Mais en gros, c'est pas moi qui ai pas envie de faire 2 heures, c'est que ça leur fait 1h12. Voilà, on va faire ça, coupons la poire en deux. C'est vraiment en fait quelque chose que j'ai pas envie d'imposer aux invités. Et parce qu'ils ont aussi des vies, ils viennent gratuitement quand même. Bon, après, ça lui fait un petit peu de pub pour son livre, mais voilà, ça va pas être extraordinaire. Usul, maintenant, c'est 2 heures. Ah ouais, lui, il impose 2 heures, quoi. Bah, comme je faisais avant, quoi. Mais peut-être, je peux essayer de faire un peu plus le forcing. Je suis peut-être trop timide, je devrais leur dire, vous allez voir, ça va passer vite, etc. Mais après, je préfère qu'ils viennent en se disant 1 heure, ok, et s'ils ils peuvent rester, ils restent. Et sinon, on fait en plusieurs parties, quoi. Tu dis pas à l'invité le temps, mais tu leur dis de garder la soirée au cas où. Oui, voilà, j'ai qu'à faire ça. Oui, il faut qu'ils aient envie de venir. Non, mais après, ils sont contents de venir. Mais déjà, je sais pas si vous vous rendez compte, ça dépend des invités, mais juste expliquer Twitch, c'est compliqué. Enfin, quand t'arrives, tu dis bonjour, je m'appelle Bolchegeek et j'ai une chaîne Twitch et je voudrais parler de l'histoire de la militarisation du parti bolchevique face à la guerre civile. Enfin, tu vois, c'est à des universitaires ou quoi. Explique Twitch à Lordon. Mais Lordon, on l'avait contacté l'année dernière, pour ceux qui se souviennent, et lui, il veut pas faire les trucs à distance. Donc Lordon, ça sera du IRL. Mais coucou les gens qui arrivent, mais je vais y aller. Il faut que je répare les alertes. T'avais un contact pour Julien? Ouais, non, au culot. On m'a filé son mail, en fait. J'avais quelqu'un qui avait son mail. Donc voilà. Oui, non, mais Lordon, il était chaud, mais il veut pas faire comme ça en ligne, quoi. Tout de suite, il a dit non, quoi. Donc bon, quoi. La résilience des alertes. Ouais, il y a vraiment un problème. Mais en fait, je crois que quand je fais le test d'alerte, il considère la valeur comme une seconde. Et en fait, sauf qu'en réalité, dans ce qui se passe dans la vraie vie véritable, oui, on l'invitera à Lyon, Lordon. C'est parti. Et en fait, il considère... En fait, c'est des frames. Il va inaugurer le nouveau studio, ouais. Mais en fait, après, en vrai, c'est petit. Hein. Je sais pas si j'inviterai des gens là-dedans. Hein. Je pense que ça sera plus dans un lieu, quoi. Quitte à faire venir des gens, je vais pas... Parce qu'en fait, c'est pas... Comme les gens qui avaient pas vu l'autre fois, mais bon, c'est le nouveau bureau, du coup. Il y a vraiment un espace... Il y a vraiment un espace un peu comme ça, où il y a deux petits sièges et tout. Genre Jean Massier du pauvre, quoi. Avec une petite table. Mais voilà, ouais, à l'aquarium, Lordon à l'aquarium. Ça va pas du tout être bondé, ça. Genre, je pense la jauge, un espèce de scission de la gauche. Mais effectivement, en plus, la table basse est composée de 2 petites tables pour pouvoir faire des scissions en temps réel. Et il y a une théière, ouais, il y a une théière. C'est pas pour décorer, c'est juste que je buvais du thé. Donc voilà. Et donc bon, avant de raid je ne sais qui est-ce qu'on raid, on va voir. On m'a dit qu'il y avait David Dufresne, ce serait peut-être le moment d'aller voir David Dufresne. Et si je vous lance sur David Dufresne, faut lui dire que vous venez de la part de Bolchegeek, Jique, s'il vous plaît. Vous lui direz ça, vous dites que je fais un bisou. Et donc, prochaines annonces, vendredi prochain, que je peux vous confirmer, vendredi prochain, table ronde, Bolchegeek, voilà, mais avec un J, c'est encore mieux, Bolchegeek sans accent et avec un J, Bolchegeek, c'est parfait.
Donc vendredi prochain, table ronde, faire du jeu vidéo en indépendant. Donc on va parler avec les travailleurs du jeu vidéo indépendant, que sont Lola, donc Dev du dimanche. Si sa chaîne parle de ça, donc vous pouvez déjà aller voir ça en attendant. Il y aura Diane de la boîte qui s'appelle Accidental Games. C'est comment ça s'appelle, Normal Lost Phone, c'est ça le nom du jeu, qui est une boîte indé française qui a été fondée par 3 femmes. Il y aura Doc Gero, du coup, de Buisson, etc. Et en plus, qui lui a bossé. Alors les autres, je sais pas, mais il me semble que en tout cas, je crois que celles qui ont monté Accidental Games, elles viennent de l'industrie mainstream du jeu vidéo. Mais Doc Gero aussi, il a bossé à Ubisoft. Donc ça sera des parcours intéressants. Et ce bon Oprime de Cartel Studio, donc, qui nous ont fait le plaisir de créer ces perles que sont Yves O et comment ça s'appelle Mother Russia Bleeds, bien évidemment. Et en fait, j'ai un autre contact sur le jeu vidéo. On refera une table ronde jeu vidéo, mais je peux pas. On n'a pas encore quelle est de date, mais il y aura un truc très très cool avec une autre personne qui m'a contacté. Ça m'a fait plaisir. Et du coup, alors je ferai une annonce officielle, mais quand j'aurai pris le temps de faire un visuel et que j'aurai l'heure, surtout parce qu'on n'a pas calé l'heure encore, Philippe Poutou, le 1er avril. Philippe Poutou, le mot d'ordre c'est Philippe Poutou, no joke, le 1er avril. Donc voilà. Il y a Histoire Crépue. Ah, ça me dit quelque chose, mais je connais pas bien, mais je crois que c'est quelqu'un dont on m'a dit du bien. Ah ouais, non, attendez, ouais, Maudit. Non. Alors, non, mais alors. Je crois qu'on raid un peu souvent Maudit. Non, c'est no joke, hein, le 1er avril. Mais c'est vrai que là, Maudit, petit raid de soutien, là, parce qu'elle a dû appeler Pharos, parce que il y a des abrutis qui ont payé pour lui envoyer des menaces de mort. Donc voilà, quoi. Attendez, le titre du stream, c'était pas le bon? Et personne m'a rien dit? Ouais, c'est un peu tard. Et pourtant, je l'avais changé tout à l'heure. Ou alors ça dépend de mes écrans. Tu penses quoi de la dénonciation du capitalisme de My Hero Academia? Je n'en ai aucune idée, je sais même pas ce que c'est. Là, il est marqué pré-stream. Oh là là, coup dur. Ouais, raid soutien à Maudit. Après, promis, on raidera d'autres gens. Je note Histoire Crépue, je savais même pas que c'était quelqu'un qui twitchait. Et voilà, Bernard Friot qui arrive. Mais là, ouais, si, on va quand même re-raid Maudit. Si je retrouve mon dashboard, machin truc et tout. Et on lui envoie surtout plein de soutien. Plein de soutien. Et bourrer les abonnements et les dons, ce que vous voulez chez Maudit. Je sais que j'aime pas trop dire. Enfin, je suis pas trop du genre à faire des appels à l'action. Mais si la conséquence que des abrutis se permettent de faire des menaces à des camarades, c'est que après ces camarades gagnent des sous, je pense que ça peut être sympa. Ça ne contrebalance absolument rien. Mais au moins, ça prouve que on soutient les camarades, y compris matériellement, et pas juste avec des petits mots, et des petites couronnes, etc. Comment on l'invoque, Bernard? Il faut des points de cotisation. Je crois que je l'ai mis à 5000. C'est pas trop cher, ça va, non? Si, c'est beaucoup. Peut-être baisser les coûts. Diapositive, je connais, oui. D'ailleurs, il m'a demandé on va faire un petit truc sur sa chaîne. Je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais c'est trop tard. 2000 Bernard, ça va, je me fous pas de votre gueule. 2000 pour invoquer Bernard Friot, c'est pas mal. C'est franchement pas mal. Donc on a dit Maudit, et le mot d'ordre pour Maudit, le maudit ordre, c'est soutien Maudit. C'est soutien camarade Maudit, et puis voilà, elle joue à un jeu de raton laveur, donc c'est parfait. Je pense que c'est absolument dans le thème. Et je vais essayer de mettre le planning à jour maintenant sur Twitch, sinon Twitter, Facebook, je m'en sers plus. Ça sert vraiment à rien, j'ai la flemme. Enfin, je m'en sers pas pour les Twitch. Donc, il n'y aura pas d'infos là-dessus. Mais Twitter, je le mettrai souvent. Et sinon, voilà, follow, tout ça, quoi. Je lance le raid. Et je vous dis à très bientôt. Je vous dis merci surtout. Le Bernard universel. Non, mais attends. Le Bernard Friot à vie. Genre, vous le lancez une fois, c'est bon. Le Bernard à vie. Et en tout cas, à très bientôt. Et des gros poutous. Hop.